Salut Anna. Hello, hello. Alors bonjour à tous, donc 71e épisode de Comptoiria et je suis très heureux d'accueillir pour cet épisode Anna Mergui. Anna que j'ai rencontrée il y a quelques mois grâce à Aléava qu'on a reçu sur le podcast. Anna, donc toi tu es étudiante à Polytechnique, tu finis tes études, tu as lancé un projet photo super sympa qui s'appelle Explanation, AI Explanation, dont tu vas nous parler tout à l'heure, au sujet de l'accessibilité sur l'IA. Tu travailles, tu te destines, en tout cas, tu es très intéressé par le secteur de la santé et surtout, on est hyper content de te recevoir. Tu viens de rentrer du Japon et tu te bats contre le jet lag pour les auditeurs de Comptoiria, donc bienvenue. C'est ça. Je suis très heureuse de faire le podcast avec toi. Ça fait longtemps qu'on en parle. Comme tu sais, j'adore toutes tes initiatives, tout ce que tu fais pour rendre en fait l'IA accessible à tous, que ce soit avec le podcast ou avec les meet-up. Donc, je suis très heureuse de partager ça. Et effectivement, je vais essayer de tenir et de lutter contre le jet lag pendant la durée du podcast. J'espère qu'après le podcast, tu auras aussi des commandes, quelques commandes sur tes photos. Ça serait quand même super en tout Ah cas. ouais, ça Euh, serait et cool. j'essaierai de montrer quelques photos sur LinkedIn aussi pour illustrer ça. Donc Anna, pour commencer tout d'abord, qu'est-ce qui se passe dans l'IA générative? Est-ce que depuis ChatGPT, c'est un petit peu la folie? On parle que de ça. Comment est-ce que toi tu vis ça? Comment est-ce que tu as vu ça arriver? Alors, je pense que le maître mot, c'est la vague, en fait. Depuis l'émergence des gros LLM, style ChatGPT, Midjourney, etc., en fait, ça va extrêmement vite. Il y a des nouvelles tous les jours, des nouveaux modèles. Là, récemment, avec tous les modèles open source, l'autre maître mot, c'est l'accessibilité. En fait, il faut savoir que ces modèles de deep learning, ils existent depuis longtemps. Les premiers gros modèles, ils datent de 1960, tu vois. Mais Mhm. en fait, ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'il y a des interfaces qui ont été créées pour rendre l'IA accessible à tous. N'importe qui peut se former et très facilement avec Internet, les tutos, etc. Et, et ça va tellement vite en boule de neige. Il y a des nouveautés tous les jours. Les versions de ChatGPT, elles s'enchaînent. Ce qu'on pensait impossible il y a quelques mois, c'est devenu obsolète depuis hier, etc. Donc, ouais, je pense clairement qu'il y a énormément de choses qui se passent. Si je peux parler du dernier truc hyper excitant en date, Ouais. c'est le Grok de Elon Musk. Donc Elon Musk qui a créé son nouveau XAI, je pense qu'il l'appelle comme ça, ou XI, je ne sais pas comment il le Ouais, bien sûr. nomme Et ce truc. Grok, Grok, Exact. voilà. Voilà. Et donc il a sorti la nouvelle version qui Ouais. est ultra méga puissante sur l'analyse d'images. Tu Tu vois, t'as par pu, exemple, t'as pu le tester? bah alors non, c'est en early tester, mais Hmm. j'en peux plus. Ah ouais. Je pense qu'il va le mettre en open source parce qu'en fait, lui, il critique beaucoup OpenAI, tu vois, qui vend les modèles. Donc, je pense qu'il va le mettre en open source pour la nouvelle Oui. version. Et en fait, l'idée, c'est que c'est hyper puissant sur l'analyse. Tu vois, aujourd'hui, quand tu donnes une image à ChatGPT et que tu lui demandes des détails un peu sur l'image, il galère. Franchement, Ouais. c'est pas hyper précis. Et là, apparemment, tu peux passer, par exemple, d'un diagramme, d'un schéma à un code Python. Il peut faire des trucs de dingue. Il peut analyser les calories d'une recette, Hmm. apparemment. Donc, je trouve ça incroyable. Et j'ai vu le tableau des performances. Apparemment, ça dépasse le GPT-4, le Claude 3. Donc, Ouais. on n'a pas en France, etc. Mais bon. Et Là, un autre truc hyper cool, c'est, tu vois, quand tu promptes en fait une IA aujourd'hui, ce qui est ouais. compliqué, c'est la context length. En fait, c'est la taille de ce que tu lui donnes. Tu ne peux Ouais. pas lui donner non plus un livre à analyser. La, Et la- en la fait, fenêtre contextuelle. Ouais. exactement, voilà, exactement, la context window. Et en fait, là, il y a Google qui a sorti un papier récemment sur des tests sur des fenêtres infinies. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça va être, Incroyable. ça va être incroyable. Tu vois. Donc, je suis très hâte de tester tout ça. Eh bien, écoute, eh ben, je vois qu'on est direct dans le vif du sujet là, Ah ouais, Anna. on est dans le dur, on est dans le dur. On peut attaquer direct. Mais alors, c'est vrai. Moi, j'ai testé X AI, Grok, Ouais, avant, enfin sur le modèle précédent.
J'avais été un peu déçu parce que c'était seulement en anglais, mais là, apparemment, ouais, il y a eu une énorme progression. Ouais, ouais, ouais. Et l'intérêt que tu avais, c'était aussi qu'il était connecté au feed Twitter, hein, donc sur donc X, sur des données live et hyper à jour. Et donc oui, j'avais pas vu là que le modèle de vision était aussi bon que ça. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai, parce que moi je fais des tests avec le ChatGPT, tu vois, sur la fonction vision, image. Souvent, tu vois, je pense aussi pour en grande partie des raisons de safety, Ouais, il est très limitant, très limité, quoi. Tu vois, tu vas lui ouais, dire, il veut pas te répondre en fait. Tu lui donnes une façade d'immeuble, et il va te donner vraiment des informations très très basiques sur limite le style architectural, mais et après dès que tu as des gens aussi, tu vois, sur la photo, là c'est mort, il te répond plus rien. ouais. Claude va peut-être un peu plus loin, mais donc ça, c'est un énorme défi multimodalité. Et après, tu as raison, très très bon point, je suis tout à fait d'accord. La fenêtre de contexte quasiment infinie de Gemini Pro 1.5, c'est dingue d'ailleurs que, parce qu'en fait, et en plus de ça, oui, c'est le papier de recherche, mais en fait, c'est une tendance parce qu'on voyait déjà qu'ils avaient proposé leur modèle Pro 1.5 à 1 million de tokens. Ouais. Ils l'ont ouvert à tout le monde. Moi, je l'ai testé, j'ai essayé de mettre une vidéo dedans, un podcast et tout. Ça n'avait pas fonctionné, mais l'usage est complètement incroyable. Ça change tout dans l'usage, en fait, Tu potentiellement. remarqueras la différence entre les promesses à chaque fois des papiers et les tests C'est qu'on en vrai, fait. c'est vrai, on est un peu sur le truc démo. Euh, et attends, mais oui, oui. Et là sur le XAI, le Grok, on parle d'un papier hein, sur la vision aussi. Ouais, ben, bien sûr. Bien sûr, là, apparemment, il est testé en early stage. On va en savoir plus. Je pense il va être mis en open source dans les prochaines semaines. Hmm. Mais Oui, oui, mais c'est t'as raison, impressionnant. oui, il est obligé de l'open sourcer parce que comme il a Bien sûr. open sourcé suite aux critiques qu'il a émis à l'encontre d'OpenAI, il avait open sourcé XAI et donc ça va dans ce sens-là. Super. Bon, alors Anna, ok, donc XAI et Gemini sur la fenêtre infinie, donc ça c'est passionnant. ChatGPT et Midjourney pour toi, ces deux outils-là, c'est une révolution aussi? Bah, encore une fois, c'est une révolution pour moi dans l'accessibilité, dans le fait que n'importe qui aujourd'hui peut utiliser ces outils pour améliorer son quotidien. Il fut un temps où en fait ces algorithmes étaient réservés aux techniciens, aux développeurs. Et là aujourd'hui, c'est incroyable. Je parle avec des gens de toute profession. Bah, d'ailleurs, à ton comptoir, j'en rencontre souvent Mhm. qui utilisent ces outils et en fait, ça leur fait mais gagner un temps mais dingue. Et en fait, ils n'ont pas besoin de se soucier du côté technique, tu vois. Ça se trouve il y en a qui savent même pas vraiment qu'est-ce que c'est un réseau de neurones, mais finalement, on s'en fiche parce que tout est servi sur un plateau et c'est ça la révolution. Ouais, bien sûr. Euh, Tout à fait d'accord. Accessibilité, démocratisation de ces outils. Tu l'as dit tout à l'heure aussi. Ça avance à une vitesse incroyable. Version 2, 3, 3.5, 4. Ah ouais, ouais. Euh, C'est hyper difficile de suivre même, tu vois. Moi, j'essaye de lire des papiers un peu tous les jours, ouais. mais punaise, il faudrait que je lise mes 30 papiers par jour, tu vois, pour rester up to date sur tout. C'est impossible. C'est vrai. Et moi, tu vois, j'essaye de me tenir au courant à fond. Et c'est un peu un job full-time. Et c'est Mais vrai que grave. je pense que, et même toi comme moi, au final, ça va tellement vite. Enfin, au final, ça te met forcément un peu dans une bulle, tu vois, parce que tu suis Ouais. tellement d'infos là-dessus. C'est-à-dire que même les petits moves de ces boîtes sont au final des révolutions technologiques à chaque fois. Mais c'est vrai que, tu vois, les gens qui suivent ça au quotidien, sont un peu dans un autre monde que l'ensemble de la population. Ouais, et puis c'est hyper important. Tu vois, moi, en tant que développeur, je suis obligée en fait de suivre tout ça. Parce qu'en fait, tu deviens rapidement obsolète. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. pour coder ce genre d'algorithme, tu as besoin de tout savoir, de tout connaître, d'être aware de tout. Et c'est ça qui est compliqué aussi aujourd'hui. Oui, oui, tu as raison, tu deviens très vite obsolète. Et en tant que développeur, mais même en tant qu'utilisateur, tu vois, ça veut dire quand tu as Claude 3 qui sort, Claude 3 Opus qui sort il y a un mois, ben, si tu l'utilises pas, en tout cas, t'es pas au top, quoi. Enfin, donc il Oui, faut à chaque fois, et on a une courbe, une expertise
qui est hyper rapide. Et donc, il y a plus vraiment d'experts, en fait. Hein. Parce que ça va tellement vite qu'on recommence à zéro tous les quelques mois. C'est pas faux. Mais écoute, je trouve ça super stimulant et passionnant. Alors, Anna, j'ai une question pour toi. Donc, le tool d'IA que tu utilises le plus dans ton quotidien? Alors, ça va peut-être vous faire rêver. C'est un truc de Vas-y. geek. Mais en vrai, c'est le GitHub Copilot. Parce que du coup, vu que je fais plein de projets, je code beaucoup. Ce truc, c'est dingue. C'est juste incroyable. Je le trouve hyper fort. En fait, ça te complète. Je sais pas si tu l'as déjà essayé, mais ça te complète le code et ça va te proposer en fait une suite de code par rapport à ce que tu es en train de faire. Quand tu es développeur, c'est dingue. Tu vois, il y a toute une sorte de syntaxe qui te prend la tête, qui prend une tonne de temps et en fait, ça va tout te remplir automatiquement. C'est dingue. Donc, il y a ça de ce côté. Et en parallèle, comme je te disais, pour les papiers de recherche, comme j'en lis très souvent, pareil, les papiers, je sais pas si tu en lis, mais c'est très lourd, tu vois, c'est 10-15 pages à chaque fois. Et donc, du coup, il y a OpenAI qui a un modèle qui s'appelle ChatPDF. Oui. Et tu peux poser des questions, en fait, sur le PDF en question. Du coup, j'utilise ça pour mes papiers. Ouais, c'est les deux trucs que j'utilise le plus, on va Oui, dire. donc je vois donc un usage pro assez avancé. C'est sûr que là-dessus, Ouais, c'est une révolution. Est-ce que tu as un usage secret que tu peux nous révéler? Une technique franchement, grave. Ah, tu as préparé la question. Super. De Bah, fou. alors, je C'est suis grave très un truc. curieux, tu vois. Et au final, ça devient une de mes questions les plus. Je l'ai rajouté dans le podcast, mais Ouais. ça devient une des questions que j'attends le plus. Alors, je Mais t'écoute. franchement, j'ai testé un truc. En fait, j'avais un projet il y a quelques semaines, à partir d'une image, de trouver la recette de l'image, OK? Donc, des pâtes à la sauce, je veux vraiment que l'IA elle soit capable de me donner une recette complète. Et bref, pour ça, j'ai utilisé des données de recettes qui étaient très longues, j'ai besoin de les résumer. Du coup, j'ai besoin de résumer des milliers et des milliers de recettes. Comment tu fais dans ces cas-là? Tu peux pas mettre ça sur l'interface ChatGPT, tu fais appel à l'API. Du coup, j'ai mis 10 $ sur l'API et j'ai envoyé mes requêtes. Mais genre, il y avait des milliers. Au bout de 15 heures, je reviens, je vois que j'ai dépensé, mais genre 62 centimes, quoi, tu vois. Tu as envoyé Et en fait, des milliers de recettes de dans, requêtes, de de requêtes. requêtes à l'API. Ouais, pardon. Des milliers de requêtes à l'API. Et je vois que, en fait, ces milliers de requêtes ne m'ont coûté que 62 centimes. Hmm. Et en fait, j'ai fait un constat. C'est qu'aujourd'hui, la majorité des IA, elles sont payantes. Ok, bon, après, tu peux toujours utiliser les versions gratuites ou ne pas utiliser, mais bon, c'est-à-dire, c'est toujours mieux d'avoir les versions payantes qui sont plus accurate. Et étant étudiante, je ne peux pas me permettre de payer toutes les applications. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, au lieu de passer par l'interface ChatGPT, passer par l'API. Alors, ça nécessite un bout de code, certes, mais qui n'est absolument pas compliqué, qui peut se trouver en ligne et tu peux même demander à ChatGPT de te le créer. Alors, Mhm. tu lui demandes est-ce que tu pourrais me créer une interface, enfin, tu peux me créer un bout de code pour demander des requêtes à l'API ChatGPT OpenAI, blablabla. Il va te sortir, c'est quoi? C'est 15 lignes de code. Ouais. Il y a même, enfin, je suis sûre que sur GitHub, on peut trouver une tonne de gens qui ont fait ce projet-là. Tu peux intégrer aussi les images. Franchement, tu peux te faire plaisir et tu peux t'éclater. Ça te coûtera 2 $ par mois, tu vois. Alors, Wow. il y en a qui te diront, il y a l'argument qu'au niveau sécurité, c'est pas pareil. Parce que ChatGPT, en vrai, ils te font payer les 25 $ parce que ce que le résultat du prompt te donne, c'est garanti par OpenAI, tu vois. C'est-à-dire qu'il te sort une réponse de OpenAI. Tandis que toi, si tu poses une question à l'API, ce qui en ressort, c'est entre guillemets de ta faute, tu vois, c'est de ton fait. Donc en termes de Hmm. sécurité, c'est pas autant garanti, mais pour un usage, je dirais, perso. Oui, mais alors tu as raison sur cette garantie, donc parce que OpenAI repasse pas sur le modèle donc de la même manière. Ouais, Euh, mais par contre, sur la question entre guillemets, la sécurité de tes données, t'as il me semble que sur l'API, justement, tu sais que les données que tu mets, elles sont pas utilisées sur l'entraînement des modèles, pour l'entraînement des modèles futurs, alors que sur la version de ChatGPT gratuite, c'est le cas. l'interface, ouais. Mm. Exact. Donc ça aussi, tu vois, Ah, il y c'est a un énormément avantage. d'avantages. Et en fait, bah, du coup, maintenant, j'ai résigné mon abonnement et je passe par l'API.
Voilà, c'est mon petit Kunz. Non, mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, ça fait peur parce que, tu vois, regarde, c'est comme avec la téléphonie. Grâce à Xavier Niel et avec Free, on est habitué à avoir un forfait illimité, tout compris, Ouais, notamment au niveau de la data. Et c'est sûr, moi, je t'avoue, moi, par exemple, ça me fait un peu flipper, tu vois, comme ça, tu vois, de pouvoir dépenser plus que ce que je voudrais, tu vois, sur l'API. Et je suis assez à l'aise avec le forfait ChatGPT Plus à 20 $, 20 € par mois, quoi, tu vois. je te Ou donnerai mon petit 24 Kunz. $. Mais non, non, mais je pense que c'est hyper bien ce que tu dis. Surtout qu'en plus, oui, il y a des fonctionnalités supplémentaires, notamment bah, sur la température que tu peux Non, régler. mais puis même, Et tu je peux viens de voir louper, en fait. ce matin sur l'ajout de documents, tu sais, pour faire un petit peu Ah, mais tu peux comme tout, du RAG. tu peux tout faire, en fait. C'est vraiment, si tu veux, je te passerai mon petit bout de code. Je l'ai fait pour le texte pour le moment. Je vais rajouter les images, je te le donnerai, tu pourras tester. Mais en fait, ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que tu peux louper. Alors que sur l'interface, tu es obligé d'attendre qu'ils te répondent et ensuite tu reposes. Là, en fait, limite, si tu veux, tu prépares une tonne de questions ou alors tu loupes sur toute une base de données. Enfin, c'est beaucoup plus, t'es beaucoup plus malléable, en fait, sur ce que tu Bien demandes. sûr. T'as raison. En fait, j'ai utilisé surtout moi récemment l'API de Claude comme ça, Ouais. en passant là par un Google Colab et c'est vrai que les résultats étaient excellents. Ouais. Mais tu peux faire Écoute, ça sur tout après. je vais essayer aussi. Et c'est vrai qu'en plus, oui, comme tu dis, ça coûte moins cher au final. Enfin, Ah ouais, ouais, bah, parce qu'en vrai, quand tu veux tout tester, quand tu veux tout utiliser, bon, bah, c'est un peu relou, quoi. Mais j'ai trouvé cette solution, j'étais contente. super idée, très bon conseil. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde va passer sur l'API On va avoir un d'Openai. down sur les abonnements. Alors, Anna, question traditionnelle. Est-ce que ChatGPT a passé le test de Turing, selon toi? Alors, j'adore cette question, elle revient tout le temps. J'ai jamais eu la même Alors, réponse. ouais. Alors déjà, bon, on va rappeler vite fait c'est quoi le test de Turing. C'est donc du coup un humain, un ordinateur et un tiers qui pose des questions aux deux. Les réponses sont écrites et la personne, le tiers, doit deviner si c'est un humain ou un robot, etc. Ok. Donc, si on s'arrête là-dessus, il y a des tâches pour lesquelles ChatGPT passe le test. Mhm. Par exemple, des tâches, on va dire, de résumé, des trucs basiques, oui. Par contre, pour d'autres tâches qui demandent un peu plus de philosophie, tu vois, par exemple, si on lui demande de créer une poésie, tu vois, des trucs un peu plus avec de la sensibilité, etc., là, j'ai envie de te dire non. Ok, il Hmm. y a peut-être des fois où ça passe, mais franchement, si tu fais une overview générale, non. Et si tu upgrades le test de Turing et que tu ne limites pas à l'écrit et que tu le fais passer des tests à l'oral, là, on n'y est pas. Ouais, Je bien trouve sûr. qu'on n'y est pas. Après, attention, il n'y a personne qui dit qu'on n'y sera pas dans pas longtemps. Hein. Tu sais, ça va tellement vite. Moi, j'ai arrêté de faire des prédictions. Mais à l'instant T, c'est ce qui se passe. Petit fun fact, je ne sais pas si tu connais Human or Not sur Internet. Oui, oui, oui. Tu connais? Oui, je connais, j'ai déjà C'est fait. une petite application où en fait Ouais. donc ça te fait un chat et tu dois deviner à la fin si tu parles avec un humain ou un robot. Oui, 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 je Et en connais. fait, je te jure, mais il y a des fois, c'est incroyable. C'est-à-dire, il y a des fois, vraiment, je me suis trompée une tonne. Alors, si tu prends la généralité, enfin, sur le point de vue général, allez, t'as raison à 60%. Mais punaise, il y a quand même 40%, tu te trompes, tu vois. Mais alors, tu sais, en fait, on m'en avait déjà parlé, j'avais essayé. Et là, je lance. Donc, Human or Not, hein, sur le principe Ouais, de humanornote.ai. Authornote, hein, qui était quand même une application très intéressante. Mais donc, Human or Not, en effet, et ce que j'avais vu, ce qu'on m'avait dit, euh, c'est que ce qui est incroyable, c'est que sur tous les participants de Human or Not, les meilleurs pour détecter le robot sur Terre, ce sont les Français. Ah bon? Ouais. Et c'était vraiment, tu vois, ils ont fait ça, tu vois, avec les adresses IP et tout ça.
Ouais. parce que tu as pas besoin de te loguer. Et en fait, les plus sceptiques, tu vois, ou en tout cas enfin voilà, ce qui ressortait, c'est que c'était les Français les meilleurs pour détecter le robot versus l'humain. Donc c'était assez marrant. Ouais, Mais oui, oui, non, mais application sympa à essayer. Ouais. ouais, c'est Ok, très très bien. drôle. Mm. Anna, alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours étudiant et pro qui t'amène ici aujourd'hui? Parce que je pense que c'est hyper intéressant. Ton parcours, il peut être très inspirant aussi pour des jeunes qui voudraient se lancer un peu dans l'IA et dans l'IA dure. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter tes études? Yes, bien sûr. Alors moi, j'ai commencé mes études en maths théoriques à l'Université de Paris, donc Et anciennement. excuse-moi là, c'était une envie déjà, enfin, et même au moment où tu as choisi tes études. On Alors, remonte un tout petit peu plus est-ce tôt. que je dis la vérité ou je... C'est comme tu veux. Ok, je vais dire la vérité. Je vais être jugée grave. Mais en fait, à l'origine, moi, je suis une personne hyper polyvalente. J'aime tout. C'est très grave. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses que j'aime et c'était hyper difficile en fait pour moi de choisir ce que je voulais faire comme étude. Et j'ai commencé à lister des critères et je me suis dit en fait, il faut quelque chose, un secteur où il y a du travail parce que c'est horrible de faire 6 ans d'études pour ensuite te retrouver avec des portes closes à la fin, c'est terrible. Donc, un secteur où il y a du travail, un secteur où en fait il y a de la création, parce que je suis une personnalité très créative, et qui s'exporte. Parce que, Mmh. hyper honnêtement, je ne sais pas si je vais rester en France, si je veux bouger, etc. Donc, quelque chose que je pourrais toujours amener avec moi, et voilà, un métier d'avenir. Et bah, forcément que je me suis tournée au début vers les maths et l'informatique. Je ne savais pas encore que je voulais faire de l'IA, mais je me Ouais, suis dit, l'informatique, c'est les métiers de demain, la cyber, tout, quoi, tu vois. Donc, j'ai commencé en maths info, mais c'était beaucoup plus théorique, donc à l'Université de Paris. Ensuite, je t'avoue que la théorie, je ne voyais pas assez l'application, donc j'ai voulu vraiment passer dans le code. J'ai fait mmh, 2 ans à Dauphine, où j'ai fait une fin de licence et un master maths info. C'était super, hyper d'accord. cool. Et en fait, là-bas, j'ai eu des cours d'initiation à l'IA. Et là, histoire d'amour. Vraiment, c'est-à-dire, j'ai adoré. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de dingue? J'ai vraiment adoré. Tu vois, ça regroupait tous les critères, créativité. euh, c'est euh, c'est hyper technique, mais en même temps, c'est hyper grisant, tu vois, de créer ton IA à la fin. C'est trop cool, tu vois. Ouais, Tu te sens vraiment comme un artiste. Ça fait grave il y a beaucoup de réflexions. C'est assez nouveau, c'est hyper excitant. Je me suis dit, je fonce. Et j'ai rencontré une fille qui était passée à l'X. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'X, ils ont ouvert des programmes parallèles. En fait, il n'y a pas que le parcours ingénieur maintenant. Donc, tu peux passer de la fac à l'X. Bon, je dis pas que c'est facile, c'est assez compliqué et ils prennent pas beaucoup de candidats chaque année, mais c'est faisable. Donc, il faut OK, juste avoir des très, très bonnes notes. Et donc, j'ai rejoint l'X pour 2 ans pour un parcours IA général. Donc, OK. c'est, c'est-à-dire que tu es en cours avec les ingés, mais en fait, tu fais que le parcours IA. Tu prends que les cours qui a trait à l'IA en maths, etc. J'ai adoré. Franchement, je recommande à fond ce parcours. Ça te donne vraiment une overview de tout. Machine learning, deep learning, reinforcement learning, l'éthique. L'éthique, c'est hyper D'accord, important. bien sûr. Tu peux avoir accès, par exemple, moi j'adore la santé, à des cours de bio. Franchement, tu as le choix, tu peux t'éclater. Bon, ben, on connaît l'IX, c'est les meilleurs chercheurs. Donc, tu parles avec des gens qui ont écrit des papiers de recherche, mais sensationnels, hyper intéressants. Voilà, moi, j'ai adoré. J'ai une prédilection pour le domaine de la santé. Ouais. J'ai eu une expérience dans une startup qui s'appelle 1000 vues, où je faisais je travaillais sur les radios de la main, en fait, pour, euh, pour faire de la segmentation sémantique des os de la main, donc pour aider l'IA à reconnaître les différences sur les os de la main. Parce que pour Parce toi, que c'est c'est bien connu, il y a plein d'eau dans la main et ils sont très fragiles aussi et je sais pas très combien il y en a. fragile. Ouais, ouais, grave, bien sûr. Alors là, écoute, Et alors j'adore la santé, mais je je serais suis incapable de te les mitigée. citer, hein. Ah, incapable, incapable. Franchement, ce qui est incroyable dans ce genre de secteur, c'est que tu as un médecin à côté de toi et tu lui poses toutes les questions, toi tu codes et c'est tout, tu vois. Mais, Très bien. euh, mais non, c'est génial. Et bah, du 27, coup, pour la suite, 27 os, 27 os différents dans la main. Mmh.
Voilà, on OK. mourra moins bête ce soir. Et pour la suite, écoute, là, je vais faire mon stage de fin d'études de 6 mois et je suis en train de me tâter si oui ou non je fais un doctorat. Oui. À moyen terme, j'aimerais énormément créer une start-up dans le domaine de la santé Mmh. qui me passionne. Et pour moi, en fait, l'IA aujourd'hui, il y a un point qui me tient grave à cœur, c'est que on peut faire des choses extraordinaires comme on peut faire des choses, on va dire, moyennement extraordinaires, comme toute nouvelle technologie, tu vois. Et en fait, je pense que c'est de notre devoir, nous qui codons et qui créons les IA, de s'orienter vers des métiers à impact, tu vois, d'aider la population, d'aider les gens. Et en fait, pour moi, la santé, c'est quand même la chose, enfin, c'est le secteur le plus impactant aujourd'hui. Tu vois, si moi, derrière mon ordinateur, je peux aider les gens à aller mieux, à découvrir des maladies, ben quelque part, je me sentirais plus utile. Et voilà, donc ça, Bravo. c'est mon mantra, on va dire. Bravo. Bah, écoute, c'est hyper enthousiasmant. Ça fait plaisir de voir, des étudiants comme toi arriver, sur le marché du travail. Merci. C'est, non, c'est une super nouvelle et c'est un grand message, d'espoir. Bravo Anna. Hem Par rapport à donc, sur ton parcours à Polytechnique sur Mhm. l'IA, tu m'as présenté au meet-up aussi certains de tes camarades de classe. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur eux aussi en tant que groupe? Donc sur, je veux Ouais, dire, cette tranche d'âge d'ingénieur, top niveau, Polytechnique. ouais. Comment, Je veux je sais savoir pas quel âge les petits ils ont? ragots. Ouais, c'est ça, qui sort avec qui? Non, non, mais aussi plutôt, tu vois, comment est-ce qu'ils voient l'IA générative? Est-ce qu'ils veulent Ouais. tous travailler, dans l'IA générative? Est-ce qu'ils sont des power users de ChatGPT, ils font, 200 requêtes par jour? Est-ce que ça les passionne? Ou, est-ce que tu vois, ils voient d'autres choses aussi? Enfin, Ouais, j'aimerais bien avoir un sûr. peu ton feeling. Ouais. Alors déjà, petit fun fact, mais quand du coup je suis arrivée dans le master, j'étais la seule meuf. Ah oui, Euh, donc j'ai que des copains. Là, il y a une autre fille qui nous a rejoint là cette année. Mais la première année, on n'est pas beaucoup, on est une dizaine dans la promo. Pour la plupart des internationaux, parce qu'en fait, l'IX a justement ouvert ces programmes-là pour rayonner à l'international. Parce que à l'international, Polytechnique, c'est moins connu qu'en France, on va dire ça. Et du coup, pour la plupart des internationaux, qui sont tous extrêmement doués, donc c'est franchement pas un mythe hein, que c'est des génies. Je pense que ce sont vraiment des génies, ces gens-là. Et donc, les power users de ChatGPT, totalement. Tu vois, c'est vraiment les clichés hein, des petits geeks qui découvrent toutes les nouveautés en premier, qui testent tout. Enfin, j'ai un ami en particulier qui se reconnaîtra, mais qui est tout le temps là, tu sais, à reformater des ordis, à trouver tous les nouveaux coons. Tu vois, tu lui offres un câble, pour lui, c'est son anniversaire, tu vois. Et en fait, et ce qui est génial, en fait, aussi avec cette promotion, c'est que c'est des gens qui sont polyvalents. Et je pense qu'aujourd'hui, comme on en parlait, tu vois, le fait de devenir obsolète, c'est un peu ce qui te sauve. En fait, il suffit plus d'être juste doué en code, il faut être polyvalent. Il faut savoir parler de ce que tu fais, il faut savoir vendre ce que tu fais, il faut connaître le code, il faut connaître les maths, il faut connaître la bio, il faut vraiment être hyper polyvalent. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve grave chez mes camarades. ouais. Et au niveau de leurs envies par rapport à l'IA générative, enfin, vu que c'est une formation vraiment hard IA, tu vois, Ouais. si tu es là, c'est vraiment que tu kiffes ça. Donc oui, ils Ouais, vont tu tous as pas fait, continuer là-dedans. 2 photos sur Midjourney et ça t'a fait marrer? Tu Ouais, non, non, pas du tout. as envie d'aller, un peu plus Ah ouais, loin, ouais. ouais, ouais, ouais. Et franchement, c'est vachement dur. Il faut kiffer. Hein. C'est jusqu'à 5 heures du matin, tu es en train de faire tes projets, de coder. Enfin, il faut vraiment aimer ça. Hein. Donc, pour la plupart, en fait, on va tous, je pense, s'orienter en recherche, que ce soit dans le public ou le privé. Mmh. Euh, je pense que c'est ça qui est vraiment excitant quand tu as la capacité, en fait, de comprendre en profondeur l'IA. Ce qui est excitant, c'est vraiment de participer, tu vois, à ces évolutions activement de pouvoir toi-même écrire tes papiers de recherche, de, de, de prendre part, en fait, tu vois, à toute cette vague. Donc, c'est ça
qui anime tout le monde, je pense. Après, dans Donc différents vous secteurs. allez travailler sur des modèles, en Ouais, gros? ouais, ouais, ça veut dire créer des modèles, les améliorer. Enfin, tu Ouais. sais, il y a énormément, énormément de sujets, hein. Il n'y a pas que la création de modèles. Tu as par exemple, je pense à un truc, j'ai un ami qui bosse sur comment réduire la taille des modèles, garder Mmh. la performance, mais réduire la taille. Tu en as un autre qui va bosser sur comment vérifier que l'output, c'est bien ce que tu lui as demandé, etc. Tu as énormément de sujets. Et la recherche, évidemment qu'elle avance vite, mais il y a encore tout à faire. Il y a le monde devant nous. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup de choses à offrir. Excellent. Hem, OpenAI, Anthropic, c'est des boîtes qui vous intéressent aussi beaucoup? Ouais, bah forcément, hein. Mistral aussi, c'est Forcément, forcément. Tu sais, c'est les gros rocks de l'IA. On est tous là à regarder ce qu'ils font. C'est comme Nvidia, etc. Toutes les nouveautés. ouais. Après, tu vois, moi, en tant que Française, je trouve qu'il y a on va sûrement en parler, mais je pense qu'il y a un enjeu, en fait, d'essayer de faire évoluer l'IA en France. Donc, Mmh. peut-être se tourner, ouais, vers des boîtes françaises, style Mistral, etc. C'est important. Et même des acteurs plus petits, tu vois, parce que c'est pas non plus, je pense, à mon sens, bon que tous les efforts se concentrent sur les big ones, tu vois. Il faut pas non plus que l'écart se creuse trop entre ces géants-là et les startups qui, qui veulent en fait rentrer dans le game, tu vois, si je dirais, qui ont envie de faire des choses. Il faut aussi s'investir là-dedans. Ouais, bien sûr. Hem, Tu penses aussi donc peut-être que c'est important qu'on ait des modèles qui soient, créés par des Français sur des corpus, français, enfin des modèles Ah, bien fondamentaux, sûr, et qui bien soient sûr. pas forcément uniquement, un woke, américain, quoi, enfin. Ah, mais totalement. Franchement, c'est hyper, hyper important, que ce soit en termes de sécurité, de rayonnement, enfin, c'est hyper important. Bon, on le sait tous, on en a parlé d'ailleurs à ton dernier meet-up, la France est très en retard. Mais ça peut se rattraper, tu vois. Ça peut se rattraper. On n'est pas les plus mauvais quand même, hein. On n'est pas les plus mauvais, mais on est quand même, on est loin derrière les États-Unis, la Chine, tout ça. Franchement, on est très très loin et c'est pas irrattrapable, tu vois. Je pense Non. qu'il faut, en fait, il faut que la France investisse massivement sur les startups, Ouais. sur les boîtes françaises. Il faut savoir qu'il y a énormément de cerveaux en France. J'avais vu une recherche, un papier de recherche qui parlait du fait que le nombre de publications en France, mais ça explose tout, hein, tu sais, ça explose tous les pays. Mais il y a énormément de papiers, mais entre le moment où les chercheurs écrivent les papiers et la mise en application, il y a un drop. Ouais, bien sûr. Un drop de dingue. Et Mmh. ça, tu peux l'expliquer de plusieurs façons. Tu vois, par exemple, je pense que c'est très difficile en France d'avoir des financements, etc. Il y a ce côté qui est très compliqué pour les petites boîtes. Donc, ce qui fait qu'il y a un esprit entrepreneurial qui est compliqué à maintenir, tu vois. Tandis qu'aux États-Unis, c'est très facile, en fait, de lever. Alors, c'est très facile aussi de sombrer, hein. Ouais, Il y a ouais, les deux. ouais. Mais je pense qu'il y a un devoir, en fait, en France, justement, à aider ces petites boîtes, ces petites startups à se lancer. Il faut aider les chercheurs à mettre en application. Tu vois, les laboratoires, il faut leur donner les moyens, en fait, de mettre en application leur recherche. Et si on fait ça, mais on va tout exploser parce que Mmh. les cerveaux français, ils sont excellents. Ouais, ouais, non, mais on l'avait vu sur les chercheurs, qui ont fait le papier de Lama, hein, après ce Ouais, qu'il y a, c'est il faut voir aussi, ben, je pense c'est les GAFAM, hein, aussi qui ont ouais, une importance énorme. C'est eux qui mettent les produits sur le marché et bien qui sûr. embauchent les chercheurs, et les chercheurs français. Il y en a qui sont, en OK. fait, il y en a énormément qui s'en vont. On en avait parlé aussi la dernière fois. Les Français s'en vont et aussi c'est compliqué, tu vois. Par exemple, en tant qu'ingénieur, tu sais que si tu vas travailler aux États-Unis pour OpenAI, tu peux gagner mais fois 10, fois 20. Donc en fait, il y a énormément de gens qui s'en vont, que ce soit pour le salaire, pour les moyens Ça techniques. se comprend. Tu vois, ça se comprend. Et en fait, il faut lutter contre ça pour en fait garder les talents ici. Mmh.
Ouais, on est totalement d'accord. Donc, message très important. C'est aussi le projet du gouvernement, hein, qui Ouais. lance et d'Emmanuel Macron qui lance plein d'initiatives à ce sujet, mais il faut continuer, il faut aller beaucoup plus loin là-dessus. Je pense qu'on a une bonne place au niveau européen et faut booster tout ça. Anna, allons un petit peu donc sur comment est-ce que toi tu vois les enjeux de l'IA sur l'éducation et l'emploi? Est-ce que tu penses que ça va changer vraiment la manière dont on apprend et que ça va impacter notre job? Et je vois que en plus tu t'es déjà posé des questions un petit peu en t'orientant. C'est quoi ton Ouais. analyse là-dessus? Ouais, bien sûr. Déjà, pour répondre à ta question, je pense que l'IA va tout impacter, avec un grand tout. Au niveau de l'éducation, je pense qu'en fait, il faut utiliser l'IA pour combler les failles et les manques dans l'éducation. Tu vois, par exemple, si ça peut aider les élèves à, je sais pas moi, à faire leurs devoirs, si ça peut aider les professeurs avec la pédagogie, il y a énormément d'applications et il faut l'utiliser. Après, il faut pas non plus essayer de mettre l'IA partout, tu vois, avoir un peu ce syndrome de mettre l'IA partout. Mais je pense qu'il faut l'utiliser comme un outil. Pareil pour trouver un job. Il y a énormément de sites internet, tu vois, déjà qui utilisent l'IA pour t'aider à t'orienter, à t'aiguiller, mais je pense que ça Ouais, va aller de plus en plus loin. Et si je peux revenir sur l'outil, c'est un truc aussi qui me tient grave à cœur. C'est que je dis tout le temps qu'en fait, aujourd'hui, on est un peu dans une nouvelle révolution industrielle, tu vois. ouais, Par rapport à tous ces gens-là qui ont peur un peu de ce changement. Euh, qu'est-ce qui va se passer avec l'éducation, les écoles, etc. Qu'est-ce qui va se passer avec les métiers? Est-ce qu'il y a des métiers qui vont disparaître? Est-ce que ça va nous remplacer? En fait, faut songer que dans l'air du temps, à tout moment, il y a eu des révolutions. Là, on ouais, en a une qui va, certes, je pense, supprimer des métiers, il faut le dire, qui va certes supprimer, mais qui va en créer d'autres, tu vois. Et l'objectif, c'est comment est-ce qu'on rebondit. Il va y avoir la création d'énormément de métiers technologiques, tu vois, parce qu'il va falloir des gens qui créent ces IA, qui les maintiennent, pour la sécurité, il y a énormément de métiers qui s'ouvrent, donc il va falloir reformer les gens. Tu vois, ça, c'est un sujet énorme. Comment accompagner la société, en fait, dans cette révolution? On a la chance aujourd'hui tout est facile. On a Internet aujourd'hui, on peut se former en 3 phrases, on se forme, tu vois. C'est pas comme avant où il fallait un professeur, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile. Comment est-ce qu'on peut accompagner ces gens-là qui ne sont pas du tout dans le monde de l'IA à accepter ce que c'est et à l'utiliser? Ça, pour moi, c'est une grosse question. Et voilà, que ce soit dans l'éducation, les jobs, ouais, je ouais. pense, je pense qu'on n'est pas prêt pour ce qui va nous arriver. De toute façon, Ouais, on va halluciner. je suis d'accord avec toi. Une révolution industrielle cognitive, la machine à vapeur pour l'esprit. Je pense que comme il faut vraiment avoir ça en tête, hein, comme on Ah a oui, bien sûr. amplifié la force humaine, la force physique avec la machine, on va faire la même chose avec les capacités intellectuelles, l'esprit, euh, faire baisser le coût de l'intelligence. Ça, on a du mal en fait à accepter ça, à entendre ça C'est parce que normal. on s'y C'est accroche, on pense que c'est ce qui Ouais, fait bien notre sûr. identité, Ah, mais notre ça, espèce c'est très humaine, intéressant. Ça, c'est notre très espèce humaine. intéressant, Ah cette bah, phrase-là. vas-y, Est-ce dis-moi, que dis-moi. est-ce qu'on n'est qu'une intelligence? Tu vois? Mmh. Parce que moi, par exemple, voilà, je te dis, je crée une intelligence artificielle, mais est-ce que moi, en tant qu'humain, je ne suis qu'une intelligence? Ta réponse? Tu penses quoi? Écoute, Anna, tu m'as l'air d'être polyintelligente, en tout cas. Non, je Je parlais sais pas de je ne sais pas laquelle je parle en ce moment, mais mais non, je rigole. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, il y a un peu ce problème d'ego, tu vois? Quand tu parles de ce remplacement d'intelligence, du baisse du coup de l'intelligence, on se dit: «Mais en fait, il va tout me prendre». Mais en fait, pas du tout. Moi, face à une intelligence artificielle, j'ai aussi quelque chose qu'il n'a pas forcément, c'est la sensibilité, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est le psychique, c'est l'inconscience, et cetera. Il y a énormément de choses qu'en tant qu'humain, on a et qu'on va garder, et c'est ça, en fait, qui va être mis en avant dans le futur. Tu vois, mmh, la capacité émotionnelle, c'est quelque chose que l'IA ne nous prendra jamais, en fait. Tu vois, et c'est ça qui va être de plus en plus précieux. je suis tout à fait d'accord,
Et, euh, et ça, je pense qu'on va le voir en effet petit à petit. C'est petit à petit qu'on va réussir à avoir notre différence en effet par Bien sûr. rapport à l'intelligence de la machine. Mais après, par contre, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça va être des opportunités exceptionnelles. Comme le dit Eric Schmidt, l'ancien CEO de Google, il te dit, c'est dans le futur, bah, chaque être humain sur Terre aura bah, sur son smartphone ou autre un polymath dans sa poche, hein, avec qui dont il pourra tomber amoureux. Hein. Alors pas forcément au sens amoureux, mais amoureux intellectuellement, quoi. Ouais, ouais. Et qui sera un expert de la mode, de la musique, Ah, bien sûr. de la physique, que tu pourras solliciter à n'importe quel moment, qui te connaîtra, avec qui tu auras une relation. Ça va être fou d'accéder à ça quand même. Grave. Ça fait peur, c'est excitant, tu sais pas trop en fait. Ouais. La question, c'est la vraie question, je pense, on sait que ça va arriver. Hein. Aujourd'hui, en tout cas, la plupart des experts s'accordent à te dire que ça va arriver. La seule question, c'est quand est-ce qu'on va rester sur cette courbe en J de progrès exponentiel sur les modèles, ou est-ce que ça va devenir un petit peu un S, quoi, grosso modo. Et Bah moi, j'ai ouais, en l'impression fait, qu'on avance très très vite encore, et je pense que ça va durer encore un petit peu. ouais, c'est sûr que pour moi, en fait, on est dans une course. Donc tous les acteurs là, ils sont en train de se faire entre guillemets la guéguerre pour être celui qui sort le plus de trucs, tu vois. Tu as envie d'aller plus vite que le voisin. Donc pour moi, on va progresser. Mais après, je pense qu'on va à un moment donné, on va arriver à un palier tout simplement à cause des coûts d'entraînement. En fait, entraîner un modèle, c'est des milliers de data centers qui bossent pour toi. C'est un coût pour la planète énorme, c'est un coût financier énorme. Et en fait, ça, déjà, c'est que les GAFAM qui peuvent se le permettre. Tu vois, On te dit 100 millions de dollars sur les modèles actuels, 1 million de dollars sur les modèles c'est un délire. 2025, C'est un délire. 5 à 10 milliards de dollars Et donc 2025, ça, il 2026. faut pouvoir Et suivre. tu as raison, avec un coût pour la planète, hein, associé, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Et ça, faut suivre, tu vois, il faut suivre cette course. Donc, évidemment que les petits acteurs, ils sont cuits hein, dans cette course au coup. Et à un moment donné, on va arriver à un palier, tu vois, avec les modèles multimodaux, etc. Le coût devient exorbitant hein, jusqu'à où on va aller. Donc, à mon avis, à un moment donné, on va quand même arriver à une sorte de palier. Hmm. Qu'on puisse réduire ces modèles, justement. Bien sûr, bien sûr. Un plateau, ensuite, oui, les enjeux de réduire ces modèles, réduire la consommation, Ouais. les rendre plus optimaux, Et c'est pour et ça que ça, c'est des trouver, sujets de recherche très précieux. À l'heure actuelle, la personne qui est capable de garder la performance d'un modèle et de réduire la taille et le coût, mais c'est extraordinaire. Tu vois, c'est extrêmement précieux en fait pour les entreprises. bien sûr. Super intéressant. Merci Anna. Euh, alors, autre question. Maintenant, passons un petit peu plus sur, on passe un peu du coq à l'âne, mais sur la créativité. Mais toi, donc, je pense que tu as justement ces deux casquettes, hein, ta casquette analytique, la créativité dont tu parlais aussi, cette sensibilité. Euh, Qu'est-ce que tu penses déjà de IA et créativité, Mhm. de IA générative et créativité? Et après, on parlera peut-être de ton projet photo. Mais déjà, oui, IA et créativité, sachant que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça semblait dissocié et très différent. Yes. Alors ça, pour moi, c'est aujourd'hui deux mots qui vont extrêmement bien ensemble. Euh, alors, en fait, exactement. Au début, ça semblait être totalement l'inverse parce qu'en fait, tous les créatifs, donc par exemple les gens qui bossaient dans le marketing, qui faisaient des visuels, ils l'ont pris très personnellement à l'arrivée de l'IA générative. Ils se sont dit, mais on est mort, en fait, c'est la fin. Jusqu'à que il y a des gens qui ont été assez intelligents pour comprendre qu'il fallait justement être au-dessus de ça et tirer profit de l'IA pour booster sa créativité encore plus, tu vois. Aujourd'hui, on voit, il y a des tonnes de boîtes en fait qui se sont créées là-dessus. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te libère de toutes les barrières que tu avais avant. En fait, il n'y a plus de limite à la créativité. Ce que tu penses, tu peux le faire en fait, tu vois. Avant, si je sais pas moi, si je pensais à une collaboration d'une marque, je le voyais avec des fleurs, avec des ci, des machins, bon, il fallait que quelqu'un le dessine pour moi et ça se trouve, il Bien n'avait sûr. pas le talent. Là, je peux dompter une IA pour qu'elle fasse exactement ce que je pense, mais c'est extraordinaire. Et encore une fois, c'est accessible à tous.
Moi, par exemple, j'adore la peinture, mais je suis nulle. Par exemple, je suis nulle au dessin, mais j'adore ça. Et ben en fait, je peux utiliser des IA qui vont m'aider à dessiner et m'aider à réaliser exactement le dessin que je veux. C'est extraordinaire. Euh, Extraordinaire. pour un usage personnel comme pour un usage professionnel. Les boîtes qui avant mais galéraient à faire des affiches marketing, qui payaient une blinde avec des 150 000 allers-retours avec les boîtes et les designers, maintenant, mais c'est terminé, tu vois, tu peux faire vraiment exactement ce que tu veux. Et pour les créateurs et les designers, ils peuvent l'utiliser. Parce que, attention, il y a un truc aussi qu'on ne dit pas assez, c'est que c'est pas non plus facile d'utiliser l'IA générative pour la créativité. Si quelqu'un de lambda demain voilà, utilise Midjourney, au début il va dire non mais c'est pas exactement ce que je veux, c'est pas ça que je voulais, parce qu'en fait c'est un peu plus compliqué que ça, tu vois, il faut apprendre à dompter la machine en fait. Donc ça devient encore une fois un métier en soi. En fait, tu deviens créateur, créatif IA, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un nouveau métier, c'est un nouvel outil. Avant tu avais les tablettes graphiques, maintenant tu as l'IA. Tu vois, c'est génial. Ah, non, mais tu dis plein de choses très intéressantes là-dedans. C'est vrai, moi j'adore ça parce que pareil, aujourd'hui, les IA génératives créatives, et en particulier Midjourney, tu vois, moi ça me permet de m'exprimer, de réaliser des choses que j'étais incapable de faire avant. Bah ouais. Ça c'est fou en fait, tu vois. Pareil sur la musique, là, ça arrive à toute vitesse avec les Suno, les Udio, qui font des trucs bluffants, hein, et qui semblaient. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois on reproduit les mêmes. La même courbe. C'est que tu vois, quand on faisait du stable diffusion ou du Midjourney il y a un an, on faisait un truc Ouais, figuratif, un bof, peu ouais. moche, et on se Ouais. disait tiens, ça ressemble à ça, quoi, tu vois. Enfin, et jusqu'au moment où maintenant on fait de l'hyper réaliste, de l'ultra Ah, mais réaliste. bien sûr. Mais c'est Et, pour et, ça que je te dis, et ça sur la va musique, tellement pareil. vite. Sur la musique, il y a 3 mois, on faisait des trucs, bon, sympa, c'est drôle, et là on fait des trucs de ouf. Ouais, ouais, ouais. Et Et je trouve ça bien mais ce que t'es pas prêt, t'es pas prêt pour ce qui arrive demain, tu vois, c'est ça. surtout que ça continue, ça progresse, ça continue à progresser très très vite, très 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 vite. Ouais, Ouais, c'est ça. total. Euh, Ok, super. Par rapport à ça, Anna, donc toi, tu as aussi, donc là, on va passer un peu entre l'éducatif et le créatif, surtout, c'est que il y a ton projet photo, donc on en avait déjà parlé ensemble. Moi, j'ai vu tes photos sur LinkedIn, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai flashé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse du projet? Et Yes. ensuite, après, il faut absolument que je veux que tu me décrives quelques photos en me disant que la plupart de l'audience écoute le podcast. Donc, il faut que tu nous décrives tes photos très précisément et ce qu'elles veulent dire. Après, ils iront voir sur LinkedIn. Ça marche. Alors, l'histoire, elle a commencé. Alors, il faut savoir déjà de un que j'adore la photo, tout simplement. J'ai créé une marque de vêtements avec ma sœur, enfin, bon, rien à voir avec la tech. Du coup, je suis modèle pour la marque et j'adore la photo. Donc, ça, c'est d'une. De l'autre côté, durant mes études à l'IX, etc., je me suis rendu compte d'une chose, c'est cette bulle-là dont tu parlais. Que quand tu codes, quand tu crées les IA, en fait, vraiment, tu as l'impression que c'est évident pour tout le monde. Tu vois, toi, tu es à fond là-dedans. Tu es là à la course à la nouveauté, etc. Et une fois, j'étais dans la cuisine avec ma mère qui n'est pas du tout dans le monde de la tech. Bon, je lui explique ce que je fais. Je raconte un projet de l'école. Et en fait, elle me dit, non, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Tu es en train de tuer le travail des gens. C'est pas du tout éthique ce que tu fais. Et je lui dis, mais non, maman. Et j'essaie de lui expliquer, mais en fait, je vois qu'elle comprend pas. Et pas parce que, voilà, pas parce qu'elle est idiote, loin de là, mais parce que, en fait, elle ne connaît pas ce monde-là. C'est très loin. Pour quelqu'un qui, voilà, ma mère, elle n'a pas du tout Ouais. étudié l'info ni les Mais maths, c'est très loin. Et en fait, elle voit ça, mais vraiment, ça lui faisait peur. Et je ouais. me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais lui parler autrement? Parce que typiquement, il y a Tu énormément vas de pas gens. lui sortir un papier de recherche, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, tu vois. même moi, tu me le sors, ça me fera pas grand-chose, hein. Enfin, en Non, effet. mais ça saoule tout le monde, tu vois. Par exemple, si tu vas prendre quelqu'un dans la rue qui n'est pas en maths info, tu lui sors un post LinkedIn, un article, enfin, il en a rien à faire, tu vois. Donc, comment est-ce que tu touches ces gens-là autrement? Et je me suis dit, bah, pourquoi pas avec l'art en soi? Parce que l'art, c'est un langage universel, ça parle à tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour aimer l'art. Et on peut faire passer des messages très impactants et très facilement avec l'art.
Donc, je me suis rapprochée du photographe de Polytechnique qui s'appelle Jérémy Barande. Je vous encourage à aller voir son travail, c'est extraordinaire. Super. Et on a imaginé ensemble ce projet. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ce qu'il y a, démystifier les grandes thématiques de l'IA, les préjugés et tout ce qui va avec, au travers de la photo. Et on a sorti une série de photos. Au début, c'était plus un hobby qu'autre chose. Et Et donc dans finalement, dans votre coin à l'école, et en dehors, enfin c'est ça. vous avez C'est ça. organisé les shootings et ouais, C'est super. ça, on s'est bien amusé, on a bien rigolé. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à les poster sur LinkedIn et je me suis rendu compte que ça parlait à beaucoup de monde, tu vois. Parce que c'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'existe pas. Et ça a touché beaucoup de gens. Le fait de voir, en fait, le visuel, tu vois, plutôt que l'écrit, plutôt que l'oral, les conférences, voilà. On s'en fiche. Donc, c'est vraiment à viser du grand public, pas forcément les gens de la tech. Donc, à viser du grand public. Donc, alors, on va Je trouve qu'il y a un truc très intéressant en plus, dont je ne savais pas parler, Ouais, mais c'est en plus sortir ça, tu vois, au moment de cette révolution de la photo avec Midjourney, en ouais, fait, de ouais, ouais, faire ouais. de la vraie Ben, ça photo. contraste, en fait, ça contraste. Mmh. Ça contraste de fou parce que justement, en fait, on fait pas de la photo avec l'IA, on fait de la photo pour l'IA, tu vois. C'est exactement ce côté-là. Et je trouve que ça donne aussi un côté authentique, en fait, que ça soit pas avec l'IA, c'est vraiment du fait main, comme on pourrait dire. Et toutes les œuvres, elles ont été imaginées et pensées pour transmettre le message le plus simplement et le plus impactant possible. Donc, par exemple, vous pourrez trouver sur mon LinkedIn, Oui. j'ai essayé d'imager en fait le remplacement que ces gens dont ma mère a peur en fait Très avec bien. Donc, l'IA. on veut des descriptifs de deux, trois photos donc, de Oui. ce projet AI Explanation. Yes. Je précise aussi, hein, donc, le photographe, là, Jérémy, en effet, il est super. Super travail. Les photos ont été tirées. Et Yes. il y en a qui sont à vendre. Donc, décris-nous en effet deux, trois photos, Anna, je t'en prie. Il n'y a pas de souci. Alors là, ma préférée, enfin, franchement, ouais, non, c'est ma préférée. C'est une partie d'échecs entre moi et en fait un robot avec un échec et mat sur l'échiquier. La photo, elle est prise de côté avec donc l'humain qui est plus haut en fait que le robot pour symboliser en fait que à l'heure actuelle, aujourd'hui, on peut pas parler d'un remplacement. On peut parler d'une aide, on peut parler d'un outil. Il faut parler d'une aide et d'un outil d'ailleurs. Il ne faut pas voir la chose comme le remplacement. Et quand je présente cette œuvre, en fait, j'essaye d'expliquer aux gens que ça va arriver en fait. Ouais, il y a une sorte d'urgence. C'est là, en fait, c'est déjà là. Mmh. Ça va très vite, donc ça va vous arriver dans la tronche. Et il ne faut pas subir la chose, il faut l'épouser. Donc en fait, il faut se former, il faut s'intéresser aussi, tu vois. C'est hyper important de s'intéresser pour intégrer vraiment l'IA dans le quotidien. Donc ça, c'est une œuvre. Bon, je pourrais en parler pendant des heures. C'est Génial. pas le but. Hein, Génial, et tu as raison, mais il faut s'y intéresser. Souvent, on parle de sens critique, tout ça, mais dans tous les cas, il faut utiliser. Si tu n'utilises pas, tu peux pas comprendre ce qui se passe mais aussi. bien sûr, bien sûr. Il faut voir en fait avec ses yeux. Il faut tester les outils. Mais après aussi, ce qui est compliqué, tu vois, c'est que les gens, ils n'ont pas forcément conscience. Ils se disent, mais quel rapport avec mon métier? Tu vois, moi, je suis boulanger. Qu'est-ce que l'IA elle peut me faire? Et en fait, ces gens-là, notre enjeu, mon enjeu que j'essaye de me créer, c'est justement de les accompagner et de les aider à comprendre en fait en quoi l'IA peut les soulager, en quoi l'IA est hyper importante pour eux, en quoi ils ont méga intérêt à s'y intéresser, tu vois, c'est tout ce sujet-là. Donc ces œuvres, en fait, je les expose. Et une deuxième. Deuxième. Allez. Alors laquelle je vais choisir? Alors on va choisir la place de la femme dans la tech, parce qu'on n'en a Très bien. pas beaucoup parlé, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, les femmes dans les métiers de la tech, il y en a pas beaucoup, et dans l'IA encore moins. Tu le vois toi aussi dans tes conférences, il y en a pas beaucoup. Tout simplement parce que il y a des biais, les femmes ne se dirigent pas vers les métiers de la tech après l'école, dans les universités, etc. Et il y a aussi énormément, tu vois, dans le monde de l'IA, de préjugés sur l'ingénieur.
et encore plus sur la femme. Donc, j'ai voulu représenter tous ces biais, ces préjugés. Donc, tu me vois, moi, au centre de l'image, avec plein de post-it sur le visage. Et sur chacun des post-it, il y a écrit un préjugé. Donc, ça peut être nerd, geek, narrow-minded, genre, comment on dit, étroit d'esprit. Ouais. Voilà, no social skills. Parce qu'en fait, quand tu penses à une femme codeuse, c'est triste, mais tu l'imagines hyper enfermée, tu sais, en train de coder les yeux plissés comme ça. Non, mais tu veux dire des trucs, tu te dis autiste presque. Ouais, un peu Non, mais je chelou, pense tu vois. plein de choses. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et en fait, je vais raconter une petite. Weirdo. Ouais, très bien. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. Et une petite fun story, c'est qu'une fois, donc j'étais à une conférence et il y a quelqu'un qui me demande de mon métier et je dis voilà, moi je code des IA et il me dit oh là là, mais t'es vachement mignonne pour coder des IA. Ouais, Et ouais, j'ai dit très mais pourquoi c'est incompatible, tu vois? bien. Et en fait, j'ai voulu un peu représenter ça dans cette œuvre et représenter un peu la solitude en fait de la femme dans les métiers de l'IA. Et c'est aussi très important pour moi et pour toutes les femmes qui sont dans les métiers de l'IA aujourd'hui, bah, d'aller en fait entre guillemets chercher en fait ces filles-là dans les écoles, leur montrer en fait tout ce qu'on peut faire. Enfin, tu sais, il y a beaucoup de préjugés. On pense que c'est un métier d'homme, que c'est dur, mais pas du tout. Enfin, moi, je t'ai dit, j'étais la seule fille, ça s'est super bien passé. J'ai jamais eu aucun problème. J'ai ma place, il y a aucun souci. Il faut juste avoir une bonne dose de confiance en soi, mais ça s'apprend, tu vois. Donc, c'est très important. J'ai voulu refléter ça. Super. Et Euh, parce qu'on est catalogué, tu es catalogué, on te met des post-it dessus. c'est ça. On te Ouais, colle mais des c'est post-it sur clairement ça. ça, tu vois. Et je suis d'accord. Et c'est hyper important. Et surtout qu'on avait fait un webinaire ensemble sur la place de la femme un peu dans l'IA, avec aussi donc notre amie Léava, Alix. Donc ça, c'était super important. Et c'est vrai que l'idée, c'était de présenter, en fait, il y avait Chloé aussi, l'idée, c'était de montrer qu'il y a des jobs, qu'il y a des filières d'études. Et en vrai, quand on va au bout, hein, comme tu viens de le décrire, les gens de l'IA qu'on réunit, notamment, que je réunis sur les meet-up, en plus, ils sont super sympas et très ouverts, enfin, en vrai. Hyper ouvert, hyper cool. Je trouve il y a beaucoup d'échanges dans ces métiers. Il y a beaucoup de relationnel, il y a de l'ouverture d'esprit. Ils Donc en fait, il partagent, faut et ils partagent, bien sûr. contrairement à Bien plein de sûr, il faut communautés. venir et casser ça, en fait, tu vois? Il faut casser ces préjugés. Peut-être que c'était vrai il y a quelques années, j'en sais rien, mais en tout cas, à l'heure actuelle, enfin, moi, en tout cas, je le vis pas comme ça et il ne faut pas le vivre comme ça. On a besoin des meufs, en fait, tu vois? Parce que, les filles, elles ont des qualités, émotionnelles et cetera qui sont intéressantes. On a besoin aussi des garçons, on a besoin des 2. Et donc voilà, un de mes tableaux, parle de ce sujet-là. Excellent. Donc il y en a plein d'autres, hein, vous pouvez les voir sur LinkedIn ou autre. Et l'idée, c'est de les exposer soit comme un musée, tu vois, pour faire une expérience vraiment artistique où les gens peuvent vraiment apprécier l'image, ou sinon, comme je le fais souvent, les présenter lors de conférences avec une thématique, un sujet. Et voilà. Et que je trouve que c'est un médium incroyable pour discuter sur l'IA, tu vois, à partir de cette photo. Je trouve que c'est vraiment donc un super projet. Et tu as raison, en effet, sur une conférence, j'encourage toutes les boîtes à te solliciter là-dessus parce que tu peux venir présenter ces photos, les commenter. Je pense que ça fait réagir les gens aussi. Et c'est beaucoup plus simple que de présenter juste le fonctionnement d'un LLM ou d'un espace latent Ouais, qu'on peut avoir du mal à imaginer. Et ça évoque des sujets de société, ça parle à tout le monde, donc c'est super. Voilà. Très beau projet, bravo. merci. Bravo Anna. Ça fait plaisir. Alors, j'espère que tu vas avoir plein de commandes. Donc, continuons. Est-ce que, selon toi, Anna, donc l'IA va nous permettre de faire des grandes découvertes? Est-ce qu'on va avoir des grandes possibilités, des grandes découvertes, en particulier scientifiques? On avait eu les AlphaGo, AlphaZero sur les échecs, on a eu AlphaFold ensuite sur les protéines, le repliement de protéines. Est-ce que tu penses que ça va continuer dans ce sens-là? Bien sûr, bien sûr. Moi, je peux te parler de C'est mon peut-être la secteur, en cause, tout la cas. cause la plus louable, en effet. Et ouais, ouais, tout à fait. Ah oui, oui, bien sûr. Je vais te parler, bah, encore une fois, du secteur de la santé. C'est impressionnant ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a des IA qui sont capables de détecter des choses
que l'humain ne peut pas détecter. Tu avais d'ailleurs fait une session podcast avec Christian Alouche qui en parlait Ouais. également. Glimmer. Ouais, Guido Glimmer qui en parlait également. Et en fait, c'est juste incroyable. Et en termes de découverte, on va sûrement découvrir des nouvelles manières d'appréhender les maladies, de gérer les maladies, que ce soit sur l'imagerie, sur les protéines 3D, etc. C'est juste incroyable ce qui arrive et même dans l'environnement. Enfin voilà, comme je t'ai dit, c'est hyper important de s'axer, en tout cas pour moi, sur les secteurs à impact. Parce qu'on a des besoins urgents et l'IA peut nous aider à y répondre beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Il faut tout mettre en œuvre pour ça. Génial. Est-ce que tu as une timeline pour l'AGI, l'intelligence artificielle générale? Donc, tout le monde ne s'accorde pas aujourd'hui sur cette définition, même si c'est vraiment un buzzword, en tout cas, hein, donc notamment chez OpenAI, chez Google DeepMind. Il y a plein de chercheurs qui courent après ça. Et donc cette intelligence artificielle générale, une IA qui aurait les mêmes capacités que l'être humain moyen, donc, mais dans tous les domaines. Et on peut imaginer que si ça arrive, en tout cas, là, on a forcément une transformation en profondeur de la société. Je parlais de l'éducation, d'emploi, de tout, en fait. Est-ce que tu y crois et pour toi, quand est-ce que ça arrive? Alors, moi déjà, je nuance. Ok. Quand tu dis une IA qui est capable d'avoir les capacités d'un humain moyen, encore une fois, je fais cette distinction entre intelligence et le côté émotion, psychique, inconscience. Pour moi, c'est une partie que l'IA ne touchera pas. Tu vois, donc ça, déjà, on la met de côté. Même si, tu sais, je veux quand même évoquer tu sais, un modèle qui vient de sortir là, tu as un Ouais. modèle qui s'appelle Hume, Hume, Mhm. qui est, tu sais, un modèle qui lit les émotions dans la voix et sur le visage, tu vois. Lit Je sais des pas. émotions, mais Tout elle à n'en fait, tout crée à pas. fait, tout à fait, Tu tout à vois, fait. c'est différent. Non, non, on est d'accord, on est Ouais. d'accord, mais je peux dire, tu vois, c'est quand même une première Oui, oui, piste. oui. Mais c'est comme on peut parler du modèle de Facebook qui lit dans les pensées. Enfin, t'as énormément de modèles qui sont dans ce sens-là. Mais je te parle vraiment de la D'accord. création d'émotions, du ressenti unilatéral. Tu vois, une IA qui ressent de l'émotion, qui est capable d'en créer, etc. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui attrait mais profondément à l'humain. Et voilà, ça, on le met de côté. Ensuite, quand on parle de l'intelligence pure et dure, euh, je pense que ça va arriver, oui, effectivement. Après, en termes de timeline, je dirais que pour le moment, on est en train d'assembler tout. Tu vois, c'est comme Gemini, ils sont en train d'intégrer l'audio, va peut-être avoir une intégration des sens bientôt, etc. Donc, on est sur une bonne lancée. Mais comme on en a parlé, je pense que ça va être à un moment donné freiné. Parce que à cause de ces coûts-là, des contraintes, en fait. Tu vois, je pense qu'il va y avoir des contraintes qui vont faire que ça va freiner ces avancées. Donc, je sais pas, hein, je me permets de supposer qu'on en a encore pour quelques années. Tu vois, mais Hmm. encore une fois, je suis personne pour dire ça. Et je pense que si quelqu'un détermine une timeline, ne le crois pas, tu vois, parce qu'on n'en sait rien. Ce qu'on pensait impossible il y a 3 ans, maintenant, c'est devenu, comme on a dit, obsolète. Donc, Hmm. on peut pas définir de date. Mais oui, oui, je pense que sur l'intelligence simple, on va avoir des modèles qui sont capables de faire ça, c'est sûr. Oui, oui, et tu as raison. Je pense qu'il y a un point à prendre en compte aussi. En fait, c'est même pas uniquement des contraintes techniques pour y arriver aujourd'hui. Même C'est en éthique, effet il y a des énormément de et éthique, d'acceptation par la société et Mhm. de safety, en fait, aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait faire un modèle vraiment, tu vois, surhumain et, qui dépasse tout au niveau de l'intelligence, entre guillemets. Mais simplement, aujourd'hui, il est censuré, enfin, et il est bridé par OpenAI et par les acteurs leaders qui font tout ce travail de safety pendant des mois pour s'assurer qu'il soit OK, quoi, et acceptable par la société. Mm. C'est pas plus mal. Et puis, de toute façon, je pense que les puissances euh, ont, ont intérêt et ont le devoir, en fait, de censurer certains modèles. Euh, Tu sais, on peut aller très loin, mais après, est-ce qu'il faut aller aussi loin que ça? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin, tu vois, au Ouais, niveau sociétal, ouais. d'avoir ce genre de modèle? Euh, on n'en sait rien. Ça aussi, ça va dépendre des moyens éthiques qu'ils mettent à disposition. Tu vois, aujourd'hui, il y a un souci, c'est que
les lois et les régulations, elles vont beaucoup trop lentement. Ouais, d'accord. Il va falloir accélérer tout ça parce que ces modèles-là arrivent et il faut, comme tu dis, les encadrer. C'est sûr. Après, si tu laisses le champ libre, voilà, si tu ouvres toutes les contraintes, tout le côté éthique et tout ça, oui, oui, ça peut très bien se passer. En fait, il faut que tu vois ça comme un entraînement. Tu entraînes le modèle sur des données, sur des données, que les données elles soient de sens, d'audio, des textes, des images que tu veux. Au final, on va y arriver, tu vois. Donc, Ouais. voilà. Écoute, ça va être passionnant. Anna, dernière question, parce qu'on va dépasser notre créneau. Ton livre ou film de science-fiction que tu recommandes à notre audience? Alors, le livre, je dis Ready Player One. Très bien. Voilà, j'adore. J'aimerais bien voir l'Oasis pour de vrai et tout, je kiffe. Mhm. Et le film Interstellar, 100 fois. 100 fois. Je peux le revoir, mais tous les jours. Évidemment, film mythique, super bande son, le voyage interstellaire aussi. Ah ouais, ouais, j'adore. Mais la fin, je pleure à chaque fois. Hein. C'est-à-dire, je peux le revoir tous les jours, mais je pleure à chaque fois. Cette espèce de bibliothèque quantique. Ouais, ouais, ouais. Anna, merci beaucoup. C'était génial de faire ce Merci à podcast toi. avec toi. On va suivre ton projet photo, tes posts sur LinkedIn aussi, tes aventures professionnelles dans la santé et aussi certainement en tant qu'entrepreneur. Et merci et continuons à avancer aussi pour qu'il y ait de plus en plus de femmes donc, dans l'IA générative. Voilà. Merci Anna. Merci beaucoup à toi. C'était un gros, gros plaisir. Super. À très bientôt. Salut. Bisous.